Je pense que possiblement, c'est plus les chaînes de télé qui vont devenir comme YouTube. D'accord. C'est-à-dire, ils vont adapter un renouvellement de génération aussi. Ouais. Leur souci, c'est de ramener un public jeune et c'est ce qu'ils essayent de faire. Bonjour à tous, bienvenue dans Influxo Talk. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Tran qui dirige l'agence Motaiba, qui est l'un des pionniers et leaders sur le marché de la production YouTube. Et on avait à cœur aujourd'hui de le recevoir pour parler tout simplement de ce nouveau métier qu'est la production YouTube. Salut Stéphane. Merci Raphaël, merci pour l'intro. Avec plaisir. Tout simplement, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui et que tu nous dises un peu plus sur ce que tu fais? Ok, du coup, moi, c'est Stéphane Tran. J'ai fondé Motaiba en 2020. J'ai 38 ans. Avant mon parcours, en résumé, j'étais dans la restauration et dans la musique. Et du coup, j'ai fondé Motaiba il y a 5 ans. J'ai commencé en tant que vidéaste. Je faisais le montage et le cadrage. Et puis, petit à petit, travailler avec des influenceurs. On arrivait à l'ère des grands formats. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'occupe sur le digital aussi bien des très grosses prods. On fait du docu. Et aujourd'hui aussi, on a une ambition d'aller sur de la plateforme et de la télé. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que spécifiquement tu t'es lancé sur la production YouTube? Est-ce que c'était une appétence pour le réseau ou ça vient d'où exactement? Non, quand j'ai commencé par le métier de vidéaste, c'était d'abord faire des short films pour les gens, pour leur réseau et tout. Ouais. YouTube, c'était une plateforme que j'appréciais parce que j'ai tout appris dessus, que ce soit des techniques de cadrage, de montage. Ça s'est fait naturellement et en vrai, j'ai une histoire particulière avec YouTube parce qu'il y a 10-15 ans déjà, on travaillait déjà sur la plateforme pour faire des web-séries ou ce type de contenu. Donc en vrai, YouTube, c'est un vrai terrain de jeu assez libre. Donc c'est pour ça qu'on y est, quoi. Et comment tu as vu la plateforme évoluer? Parce que toi, tu as été aux premières loges de l'évolution de YouTube. Comment tu as vu cette évolution et cette professionnalisation progressive de la plateforme? À la base, c'était vrai qu'on caricature un peu. C'est des youtubeurs qui sont chez eux, qui font tout eux-mêmes. Aujourd'hui, l'avance est technologique, c'est-à-dire que même là, on est là avec des boîtiers qui sont aujourd'hui accessibles avec une très très bonne qualité, qui peuvent limite faire du cinéma. Plus, je pense aussi un changement d'état d'esprit des créateurs de contenu qui deviennent de plus en plus producteurs et qui se disent qu'aujourd'hui, avec l'apport des marques, faudrait qu'ils investissent sur eux-mêmes, sur leur image, donc du coup sur leur contenu, pour derrière, et ne pas forcément aussi dépendre des marques, justement, pour derrière créer aussi tout leur univers. Donc là, on est arrivé où on est... il y a le terme néoproducteur. Bah là, on est sur une multitude de néoproducteurs qui, aujourd'hui, savent comment marche l'économie du milieu, quoi. Alors, tu as déjà accompagné plusieurs grands noms aujourd'hui de YouTube, par exemple Inoxtag et Michou, pour penser à eux. Qu'est-ce que aujourd'hui, toi, dans ton rôle de producteur, concrètement, tu leur apportes quand vous décidez de monter ensemble un projet? C'est quoi ton rôle exactement? C'est de leur dire si c'est possible ou pas. En gros, on a des envies de plus en plus folles. Comme Kaizen, c'était pas nous, mais voilà, c'est quand même gravir l'Everest. C'est leur dire, OK, c'est possible, mais de cette manière. C'est une certaine... nous, déjà, ça nous fait vivre des expériences incroyables. Mais notre rôle, c'est déjà, on va dire, faire en sorte que la DA colle le mieux avec leur idée. Et forcément, sur YouTube, on n'a pas les budgets du cinéma, mais c'est de s'en rapprocher, quoi. Donc, trouver des idées malines, des techniques malines pour faire en sorte que ça rentre dedans, quoi. Donc, ils apportent leur idée et ensuite, c'est vous qui la mettez en musique. Exactement. On trouve les bons techniciens, les bons lieux, parce que du coup, forcément, on a une idée, mais ça sera jamais l'idée exacte. Donc, le bon lieu, leur faire comprendre, ça peut marcher comme ça, et puis voilà, quoi. Et aujourd'hui, ça peut se monter à combien une équipe, justement, sur un tournage de vidéo YouTube? On peut faire un tournage à une personne, comme on peut faire des tournages qu'on a pu le faire à 90, 100 personnes. Ouais, donc il y a vraiment des moyens maintenant qui sont considérables. Et d'ailleurs, justement, sur Kaizen, effectivement, qui a été un bouleversement, je pense, dans le milieu, justement. Comment toi, tu l'as vécu pour Motaiba, justement? Est-ce que tu as ressenti qu'il y a eu un vrai avant et après, une prise de conscience? Quel est ton retour là-dessus?
Moi, j'ai observé le projet de loin, dans la mesure où, enfin, par exemple, on faisait les backrooms et Inox préparait Kaizen. Mhm. Et en fait, moi, je le vois comme une évolution. En fait, c'est un game changer. C'est-à-dire que c'est plus seulement une vidéo YouTube. Mm. Il y a eu tout un storytelling derrière aussi en termes de communication qui a été très très smart. Et derrière, ça a dépassé les frontières du digital. Donc, projection cinéma, avant-première au Grand Rex, comme tous les grands films. Derrière, diffusion en plateforme. Donc, ça permet aussi aux futurs créateurs de reconsidérer et de se dire, OK, peut-être qu'on a un format qui marche bien et que potentiellement on peut le vendre aux plateformes. Ou pourquoi pas faire des expériences, parce que les gens aujourd'hui ont aussi envie de vivre des expériences, une Mhm. projection ciné. Donc, non, non, c'est super positif pour notre métier. Ouais. Et justement, est-ce que toi, tu l'as compris, la controverse qui a eu lieu lors de la sortie de Kaizen, Mm. justement, avec voilà, qui a été un peu critiqué par le milieu du cinéma, effectivement, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, effectivement, Inoxtag n'a pas parfaitement suivi les règles de ce qu'on appelle la chronologie des Des médias, médias. ouais. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que cette chronologie des médias elle a encore un sens? Ou alors est-ce que tu penses que le cinéma devrait accepter maintenant ce jeu de en lancer une vidéo sur YouTube et en plus d'avoir le support cinéma en même temps? J'ai l'impression que ce problème, il est beaucoup en France. Par exemple, c'est un truc bête, mais moi, je sais que j'ai regardé Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je l'ai vu Mhm. sur Netflix Mhm. parce que j'ai un VPN américain. Ouais. Donc, je crois que le film est sorti sur Canal ou autre, peut-être. Je crois que quand c'est des productions françaises, je crois que c'est 6 mois. Et quand Mm. c'est des films américains, c'est peut-être 12 mois. Enfin, Ouais. à minima sur Canal ou d'autres. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, on est dans une ère où il faut aller vite. On est dans l'ultra-consommation. Mhm. Et en tout cas, sur du produit digital, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait. Ouais. Donc, et je trouve que c'est même bénéfique pour le cinéma parce qu'en fait, on amène des gens vivre une expérience cinéma. Le cinéma, est quand même cher. Enfin, tu vas, tu payes ta Mm. place, tu prends du popcorn, tu as du parking. Tu en as pour 20-25 euros. Enfin, ça monte très, très vite. Et si le but, c'était de ramener des jeunes au cinéma, bah, ça a marché. Et comment tu expliques d'ailleurs ça, qu'il y ait des jeunes qui aient payé pour aller au cinéma plutôt que de la regarder tout simplement sur YouTube? Comment tu peux l'expliquer? Perso- Moi, personnellement, j'allais beaucoup au cinéma, par exemple, pour les blockbusters. Mhm. Genre le dernier Avengers, je l'ai vu en exclu la veille, avant-première. Il y a ce sentiment en fait de vivre quelque chose, de vivre une expérience, enfin Mm. un truc exclusif, donc une avant-première, de le voir avant tout le monde. Très important. Le fait de diffuser une vidéo, YouTube c'est public, avant qu'elle sorte, on a l'impression d'avoir vécu quelque chose aussi. Mm. C'est très important. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est dire j'étais au GP Explorer, comme à l'époque, j'ai fait le concert de Michael Ouais. Jackson. Donc pour moi, on événementialise en fait des vidéos, Mhm. à tort ou à raison, mais voilà, quand il y a du budget investi et qu'on fait vivre une expérience, moi je trouve que c'est bien. Enfin, je suis désolé, derrière, je sais pas, demain il y a le prochain Star Wars, Mm. je pense qu'il y a plein de gens qui vont payer pour voir Ouais. l'avant-première. Ouais, bien sûr. Donc je pense qu'on est dans une démarche similaire. C'est-à-dire, après, le storytelling a été créé qui fait que bah, est-ce qu'il a réussi ou pas? Mais derrière, oui, si on a un gros projet, que c'est comme un film et tout, pour moi, ça a tout son sens que ça soit au cinéma. Ouais. Ouais, donc il y aurait un sens véritablement que une opération comme Kaizen se reproduise à l'avenir avec Mm. une sortie ciné et ensuite directement sur les plateformes, quoi. Moi, je vois pas de souci à ce à Mm. ce niveau-là, quoi. Et après, si jamais bah, le cinéma français veulent qu'on respecte les codes ou quoi que ce soit, bah, nous, après, bah, c'est peut-être se dire, bah, dans ce cas-là, derrière, est-ce qu'on peut aussi avoir toutes ces aides aussi, aux Mhm. subventions, Bien sûr. à la distribution, qui... Parce que là, on est quasiment en autoproduction. Ouais. Donc, il y a ça aussi, c'est que nous, en fait, on autoproduit nous-mêmes nos contenus ou via des marques. Enfin, nous, il y a des calculs derrière aussi. Donc, dans ce cas-là, il faut que ça soit, je pense, équitable des deux côtés aussi, quoi. Et justement, est-ce que toi, pour toi, ça serait un peu un aboutissement que les productions sur YouTube finissent à la télévision? Ou alors, pour toi, c'est vraiment deux mondes qui ont du mal vraiment à s'interpénétrer? Un aboutissement, pas sûr, Ouais. parce que sur YouTube, on a des moyens aussi pour médiamétrer tout ça, donc on sait combien de vues ça a fait et tout. Mhm.
Je pense que la télé, avec l'émergence des smart TV, fait que ça va peut-être pousser à, si par exemple, on va dire, une vidéo d'Inox est sur TF1, de se dire que on peut regarder ça en famille. Mm. On peut le regarder sur YouTube, bien sûr, en famille, mais que possiblement, bah, et ça l'a fait, ça a rassemblé des générations devant des télés sans souci. Donc, pour moi, c'est pas un aboutissement, je pense que c'est juste une suite logique, quoi. D'accord. Donc pour toi, tu penses que dans les années à venir, c'est ce qui va se produire. C'est petit à petit, effectivement, des vidéos de base sur YouTube vont finir effectivement sur la télévision, la TNT classique. Je pense que possiblement, c'est plus les chaînes de télé qui vont devenir comme YouTube. D'accord. C'est-à-dire, ils vont adapter. Il y a un renouvellement de génération aussi. Ouais. Leur souci, c'est de ramener un public jeune, et c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de signer des partenariats avec des créateurs de contenu pour qu'ils hostent leur chaîne, ou qu'ils soient, par exemple, Les Traîtres, ils ont fait une version, on va dire, célébrité, une version digitale. Ça a été très smart, c'est leur produit phare. Ils le font, ça monte la porte d'entrée. Les Traîtres est sur le linéaire et l'autre est sur M6+. Ouais. À la VOD, adapté au type de consommation aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec par exemple Twitch, bien sûr qu'il y a un Level Star 2, il y aura du monde en direct devant. Ouais. Mais derrière, beaucoup vont regarder la rediffusion. Ou vont re-regarder aussi. Donc, je pense que c'est une suite logique pour moi. Ok. Et d'ailleurs, sur les concepts, effectivement, que toi, tu mets en place aujourd'hui, j'imagine que Motaiba apporte de temps en temps des concepts, c'est-à-dire que c'est pas le créateur qui apporte le concept, c'est vous. Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que vous avez, d'un point de vue contractuel, est-ce que vous avez, j'imagine, un bonus du fait que vous apportez le concept ? Ça se passe comment aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous, on est beaucoup, à dire, prestataires. Ça reste des créateurs de contenu, donc ils sont... Enfin, c'est leur édito personnel, c'est leur chaîne, c'est leur production. Donc nous, on va dire qu'on est prodexé à ce niveau-là. Là où on a un apport créatif, on va dire, c'est plutôt avec des marques qu'on accompagne et aussi avec des créateurs qu'on essaye d'accompagner en tant que producteur, tel un label de musique. Donc, mais à ce niveau-là, en termes de rémunération, pour l'instant, c'est assez devis, facture, prestation classique. Quoi. Ouais. Okay. Mais je pense qu'il y a moyen d'évoluer parce que les budgets sont de plus en plus conséquents. Peut-être que pour un créateur, se dire que, OK, on prend des risques ensemble, que on prendra... Nous, on prend plus de points par rapport à la SACD ou AdSense. Et du coup, peut-être qu'un devis sera possiblement 10, 20, 30% moins cher, mais parce que nous, on récupère derrière. Je trouve que c'est un modèle économique intéressant aussi. Quoi. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu as déjà rencontré, de ton expérience, des moments où d'autres créateurs ont volé le contenu de tes contenus que tu avais produits ? Est-ce que tu as déjà été confronté à ce cas-là ? Alors, c'est quoi ton avis là-dessus, sur le vol de contenu ? Le truc, c'est que c'est vrai que sur YouTube, on est encore... Enfin, ça reste quand même des jeunes, des moins de 30 ans, et qui... c'est un peu notre terrain de jeu. Mais derrière, nous-mêmes, on s'inspire parfois de concepts. Et derrière, on voit que la télé aussi s'inspire des concepts de YouTube. Et là, forcément... eux, ils vont creuser, il n'y a pas d'IP, il n'y a rien de déposé, donc ils peuvent prendre allègrement sans souci. On peut bien le prendre ou pas, mais je pense que derrière, ça envoie des signaux qui fait que, OK, ça reste des œuvres protégées qui font beaucoup aussi d'argent. Donc derrière, et je pense que la télé aussi a les moyens d'acheter. Donc je pense qu'il faut que le monde d'Internet se professionnalise. Je pense que c'est très, très important. Parce qu'en fait, on va avoir de plus en plus le cas et vice-versa, ça peut être aussi des marques qui se disent bah non, en fait, on n'a pas envie que vous reproduisez notre jeu vidéo. Oui, bien sûr. Donc voilà. Et au sujet des collaborations commerciales, aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie maîtrise de la part des youtubeurs de l'incrustation que concrètement tu fais, tu mets dans ta vidéo. Aujourd'hui, c'est quoi les pratiques du milieu ? C'est-à-dire, est-ce que concrètement les marques viennent avec des idées extrêmement précises sur ce qu'elles veulent en termes de collaboration commerciale, ou alors est-ce que, à ton sens, elle laisse quand même pas mal de liberté aux créateurs de contenu sur la manière dont va être incrustée la collaboration ? C'est quoi, toi, aujourd'hui, ta vision de ça ?
Personnellement, avec l'expérience, je trouve que si les marques veulent s'associer à des créateurs de contenu, ils doivent s'associer à leur image et du coup avec tout leur univers, Ouais. leur façon de parler, leurs blagues. Et je pense que sinon, on va trop les aseptiser. Enfin, si c'est juste répéter une phrase et tout, il n'y a pas d'intérêt. C'est le cas aujourd'hui, tu Non, trouves? de moins en De moins. moins en On est vraiment de moins en moins dans une intégration classique. Ouais. Essayer de faire que ça soit humoristique et limite que ça soit, on va dire, un sketch dans le sens une pastille qui est intéressante en fait. Si c'est juste merci NordVPN, aujourd'hui je trouve que ça a de moins en moins d'impact en fait. Ouais. Même pour la marque en fait, il faut quelque chose de plus personnalisé. Ouais. Et est-ce que quel est l'intérêt aujourd'hui est-ce qu'il y a un intérêt pour les marques de passer justement par des formats YouTube plutôt que par exemple sur des plateformes classiques sur Instagram, etc. Est-ce que YouTube a plus de retentissement pour une marque? Est-ce qu'en matière de ROI c'est plus intéressant? C'est quoi ta vision là-dessus? Après, en termes de vues, c'est vrai qu'on passe plus de temps. YouTube, c'est du format long. Ouais. Donc forcément, les intégrations durent 45 secondes, une minute, voire c'est de la vidéo dédiée. Donc ça, pour moi, ça sera toujours plus intéressant. Aujourd'hui, des marques comme NordVPN ou RhinoShield, c'est parce qu'ils ont fait un tabassage médiatique. À un moment, on les a tous vus. Et aujourd'hui, bah ouais, on prend un VPN, c'est NordVPN. On prend une coque, on va passer à RhinoShield. Donc, et je pense que c'est aussi plus simple d'incarner une marque ou en étant un ambassadeur, en étant sur YouTube que par exemple sur Insta ou sur TikTok. Où les gens, pour moi aussi, quand on va sur une plateforme ou autre, en fait, notre cerveau, notre temps de concentration s'adapte aussi. On va être sur Insta, on sait qu'on va scroller, on va regarder très rapidement. TikTok, pareil. Mais par contre, sur YouTube, on sait qu'on va essayer de regarder plus longtemps, comme Twitch. Enfin, on est concentré dessus. Donc il y a une vraie stratégie pour toi, par exemple, des NordVPN, parce qu'aujourd'hui, c'est un des plus gros annonceurs sur YouTube. C'est une vraie stratégie pour eux d'être que sur YouTube plutôt que d'avoir du format télé, etc. Peut-être qu'ils devraient essayer, mais je pense que c'est des marques qui sont très associées à YouTube, donc je vois pas pourquoi ils iraient autre part. Donc ceux qui utilisent des VPN, c'est le public des YouTubeurs. Il y a une logique. Oui, voilà, c'est ça. Je les vois pas sponsorisés. Nico Aliagas, quoi. C'est clair. Et en matière de propriété intellectuelle, quand tu utilises, toi, en tant que producteur, tu utilises des éléments de propriété intellectuelle, la musique, etc. Comment, toi, tu t'organises aujourd'hui pour ce qu'on dit un peu dans le milieu, cleaner les droits? C'est quoi aujourd'hui tes bonnes pratiques là-dessus? Bah, par exemple, tout ce qui est musique, on a accès à des bases de données qui sont payantes, où on demande des licences. Ouais. C'est du Artlist, c'est du Envato ou d'autres, c'est des licences. Donc, après, on arrive aussi à un moment où on a tous les mêmes sons. Donc ça peut devenir un peu chiant. Ouais. Après, d'autres aujourd'hui composent leur musique. Ouais. C'est un autre budget. Après, il y a tous les banques d'images, mais c'est un peu comme la télé. Tu les achètes et tout. C'est on t'achète des abonnements, donc ça t'appartient. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a de plus en plus les reacts ont posé problème. Ouais. Je sais qu'Océane, elle a fait des reacts d'émissions sur M6 ou TF1. Alors, si tu peux expliquer les reacts, ce que c'est? Donc, un react, c'est quoi? C'est une émission existante de télé, type 4 mariages et une lune de miel, ou les reines du shopping. Et en fait, c'est un influenceur, souvent sur Twitch, qui va regarder, qui va réagir en mettant en pause à chaque fois et tout. Donc, c'est un format qui est vraiment très drôle parce qu'en fait, c'est juste commenter comme tu commandes un match de foot. Et c'est poser la question des droits parce que du coup, on utilise des images qui appartiennent à TF1 ou M6 et souvent, ça a été claim. Ouais. Là, ça commence à changer. Par exemple, claim, c'est-à-dire signaler. Signaler, voilà, pardon. Et c'est dommage parce qu'en fait, ça fait quand même de la promo sur la chaîne, sur le contenu. Ça permet de voir que, en fait, c'est des contenus qui marchent. Donc moi, je trouve ça dommage. En fait, c'est de la pub gratuite pour moi. Mais vraiment gratuite. Personne ne les paye pour faire de la pub. Voilà. Mais je trouve que c'est dommage. Mais par exemple, là, TF1, ils ont donné les droits à Nicotine et tous les dimanches soirs, ils réagissent à Koh-Lanta. Il y a du monde devant. Donc, je pense que c'est deux mondes qui peuvent cohabiter, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que d'ailleurs, tu as déjà été confronté à des problématiques pour faire justement un format
des problématiques avec des risques juridiques, des controverses possibles qui ont fait que tu as renoncé tout simplement au projet. Est-ce que c'est déjà arrivé ou pas? Hum, C'est plus les thématiques abordées parce que ça peut être des thématiques religieuses, parfois affiliées aux marques et tout, faut Ouais. faire attention. Moi, j'ai jamais eu ça, mais je sais que d'autres ont produit, par exemple, des contenus et que derrière que la marque a à dire entre parenthèses une sauce. Mhm. Et ils ont voulu retirer la vidéo parce que leur public, en fait, leur sautait dessus. Voire d'autres. Souvent, c'est les autres plutôt que leur public. Donc ça, c'est plus de l'expérience que j'ai vue. Donc là, oui, c'est... Après, voilà, on peut... normalement, c'est contractuel. Donc peut-être que, OK, à telle date, la marque n'a pas de problème. Et Ouais. un mois après, au niveau de la diffusion, il y a un problème. Ouais. Comme quand aussi tu t'associes avec... un talent et dans un mois il y a une sauce avec lui, voilà, ça peut être relou. Enfin, je pense que contractuellement, effectivement, si tu dois enlever la vidéo et tout ça, je pense qu'il y a des problèmes juridiques à ce niveau-là. Ouais. Donc il y a déjà eu des talents, enfin des créateurs qui sont venus te voir, qui ont pu te proposer des projets où tu t'es dit non, justement, pour revenir à ce que tu disais à la base, c'est-à-dire que tu te dois d'encadrer quand même les idées qui te sont soumises. Oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et au sujet de l'intelligence artificielle, j'avais envie d'avoir ton avis. Aujourd'hui, c'est quoi l'impact concrètement sur ton métier de l'IA? Est-ce qu'il est devenu omniprésent? C'est quoi, dans quel... Il y a deux manières de voir. Ouais. Si par exemple on part de la base d'un projet, moi ça me fait gagner du temps dans le travail de créa et de reconnaissance. C'est-à-dire que aujourd'hui je prends mon téléphone, je fais ChatGPT, est-ce que ça a déjà été fait sur YouTube? Au lieu d'aller chercher, il va me donner la réponse. Donne-moi 10 idées de format vidéo autour du make-up. Je vais pas les chercher, il va me les montrer. Et derrière, je vais lui dire, OK, tu peux m'explorer ça. Est-ce qu'on peut mettre avec l'ADN, je sais pas, d'Océane et il va me le mettre, il va me donner des idées. Il va pas écrire, mais il va me donner plus des insights qui fait que je vais explorer. Donc déjà, ça, c'est du gain de temps et du gain de temps considérable parce qu'on est quand même dans un métier où il faut être agile, rapide et tout va très vite. Donc déjà, ça, c'est cool. Derrière, l'IA, dans le montage, ça peut aider. C'est-à-dire qu'il va te permettre de gagner du temps au niveau des cuts, au niveau du son. Le sous-titrage aussi. Sous-titrage, pour moi, c'est un super outil. Il faut s'en servir. Ça va nous permettre technologiquement d'être beaucoup plus rapide. Bien sûr, derrière, il faut faire du fast-checking humain, mais en vrai, il faut le voir vraiment comme un super outil de travail. Voilà. Et tu penses que c'est une menace sur les créateurs de contenu à terme ou pas? Ou c'est pour toi c'est complètement hypothétique? Non, c'est hypothétique. Non, je vois pas en quoi. Parce que là, on a vu pour le doublage, ça peut être une menace. Ou d'autres. Mais après, si par exemple tu fais un channel type désincarné, et ça, je sais qu'ils l'ont tenté, oui, mais ça sera un programme parmi tant d'autres. Par exemple, si tu fais une chaîne de news, quasiment codée, oui, ça peut faire concurrence à BFM TV ou à Brut. Ça, oui, ça, je pense que oui. Un mec qui code ça, il a toutes les news en direct et derrière, tu as une IA qui fait la voix plus une personne en IA, plus derrière, tu retrouves à une vitesse grand V toutes les images. Là, oui, tu as des flash TV toutes les 20 secondes. Je crois que j'ai même donné une idée là. Mais est-ce que d'ailleurs, au sujet du clipping, j'imagine que tu vois de quoi je parle, qu'est-ce que c'est toi qu'est-ce que c'est ton sentiment là-dessus? Est-ce que c'est pour toi, il faut le voir pour les créateurs comme quelque chose de bénéfique? Ou alors est-ce qu'il faut lutter contre justement les comptes qui reprennent ces contenus-là, qui les découpent et qui se font de l'argent sur le dos des créateurs? Je sais qu'on avait parlé il y a un an et tout, et il y a plusieurs mesures qui ont été prises dans le sens des mesures personnelles des créateurs. La plupart, ils ont en fait engagé ces gens-là. Ou d'autres monteurs, c'est-à-dire qu'ils font leurs vidéos, ils vont sortir eux-mêmes leurs clips. Du coup, ça coupe l'herbe sous le pied. Voilà. Ou d'autres comme Olivier Le Motif a créé son agence qui s'appelle Clip Farm de clipping. Et en fait, ils ont les vidéos en amont. Et du coup, tout est clippé et ça leur fait de la promo. Et en vrai, c'est de la promo. Personnellement, je sais que quand je vais sur TikTok et je vois mes vidéos, je sais qu'elles ont marché parce qu'en fait, on voit tous les clips. Donc ça, c'est cool.
Mais du coup, oui, la mesure, c'était en fait de le faire nous-mêmes, quoi. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, j'avais vu que tu voulais potentiellement lancer une formation sur justement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Une formation, après formation, Sorte d'école. ouais, là, dans l'idée, on est enfin partenariat avec une école de cinéma qui s'appelle l'Écart. Ouais. Euh, on a vu ensemble que les nouvelles générations étaient de moins en moins intéressées, on va dire, par les métiers du cinéma ou de la télé, que le métier du digital commençait à prendre de la Ouais. place. Donc, nous, notre but, c'était de voir comment on pouvait accompagner ces étudiants sur les métiers du digital, parce qu'il y a des codes différents, des façons très différentes, Bien sûr. Ouais. un peu plus de polyvalence. Donc, c'est super intéressant. Après, voilà, faire des vidéos et devant des formations, personnellement, ça m'intéresse un peu moins. Par contre, faire des séminaires, Mhm. des workshops, Ouais. rencontrer aussi, parce que ça va nous permettre aussi, on va dire, de voir les talents de demain Ouais. Ouais. et de les faire travailler. C'est ce qu'on a fait. Hein. On a fait des partenariats avec l'Écart et des étudiants de deuxième ou troisième année, on les a fait travailler alors qu'ils étaient encore étudiants parce Ouais. que, enfin, on n'est pas les seuls parce qu'à côté, ils font aussi des clips avec Ouais. d'autres clients. Donc, Ouais. ça aussi, c'est cool. Donc toi, tu penses que YouTube, ça va permettre à une nouvelle génération de créateurs de... J'avoue, je suis le premier parce que j'ai tout appris Ouais. dessus. Donc, Ouais. je pense que je suis un bon exemple. Ok, On bah peut écoute. se former facilement. Enfin, Ouais. tu veux étudier le business, je pense qu'en cherchant, tu peux trouver des formations business. Par exemple, Ouais. YouTube, tu auras des extraits, mais derrière, tu peux vendre quelque chose. Tu peux tout apprendre, en fait, sur YouTube. Je trouve ça incroyable comme plateforme. Donc maintenant, c'est juste comment tu l'intègres dans ton workflow personnel. Mm. Moi, personnellement, j'avais besoin d'appliquer et je pouvais pas écouter en cours. Mm. Donc, mais YouTube, je pouvais regarder, piquer, avoir ma caméra, mettre pause. Ok, ça marche comme ça. Ah, ça marche. Ouais. Trop bien. Et ça, je pense que c'est super important. Parce que, par exemple, je sais que nous, dans notre boîte, enfin, Motaiba, il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Et je trouve ça top parce que ça donne une autre vision. Ouais. Mais par exemple, là, j'ai une chargée de prod. Elle a fait 9 ans de chef de projet dans tout ce qui est UX et tout. Elle est en reconversion, mais en fait, elle arrive vraiment avec une autre vision du chargé de prod. Et c'est Ouais. très cool. Ouais, bien sûr. Et bah écoute, en tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Et puis, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Et on se retrouve d'ici un mois pour une nouvelle conversation avec toujours des personnes intéressantes de la Creator Economy. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Merci.